dessiner la ville, c'est ce qui vous est proposé, si vous dessinez la ville. Dans un dessin, vous savez qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on imagine, ce qu'on a dans la tête, et il y a une composition, la façon de le composer. Je ne sais plus comment s'appelait l'inventeur de l'ampoule électrique, mais quand on l'interrogeait sur ce que c'est que le génie, il disait tout simplement c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Donc, ce matin, vous avez reçu jusqu'à présent un tas d'éléments, d'éléments impressionnistes, d'idées, d'impressions, et il va falloir ranger, organiser tout ça, surtout cet après-midi. Si vous surfez sur le web pour regarder tout ce qu'on dit sur la ville intelligente, j'ai eu un bon copain qui nous répétait tous les matins, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne comprend pas ce qu'on trouve. Donc ce qui est important, c'est que vous sachiez, vous ayez une petite idée, si possible commune, entre les groupes que vous formez, ce que vous avez envie de chercher. Et on vous donnera, Jean-Luc et toute l'équipe pédagogique vous donnera quelques repères pour progresser dans cette recherche. Sinon, très vite, je me souviens de séances prospectives où à chaque séance, on se posait 20 questions, on en résolvait 2. Ce qui fait qu'au bout de 4 ou 5 séances, je vous laisse imaginer tout ce qu'on laissait entre eux. Donc, et si nous dessinions la ville à travers de la démarche qui était lancée par l'Académie des technologies et un certain nombre de partenaires, que vous voyez ici, je dis rapidement ingénieurs et scientifiques de France, parce que j'en fais partie, c'est l'association des associations de grandes écoles, c'est-à-dire c'est un organisme qui représente les 800 000 ingénieurs, cadres et scientifiques sortis de ces formations et qui ont en commun, au fond, ce que c'est qu'un ingénieur, sa carrière, sa pédagogie, sa formation, et aussi ce que les ingénieurs ou ceux qui ont ces formations-là, et puis d'autres, les autres que vous représentez aussi, ont à dire à la société de par leur engagement professionnel. Donc voilà cette action menée dont Jean-Claude Raoult vous a parlé tout à l'heure. Alors le but du travail qui va vous être proposé, de la méthode que nous avons établie, c'est de mettre à disposition une démarche qui a des objectifs très concrets et précis qui ne sont pas développer le numérique. Le numérique n'étant jamais une façon, un outil pour avancer. Donc, la démarche qui vous est proposée, c'est bien d'utiliser les outils et méthodes qui ont été mis au point depuis quelques années, qui ont été proposés aux élus de Rennes Métropole le 20 octobre dernier, dans une démarche qui leur a pris toute la journée, et que vous allez avoir 8 jours pour explorer, ce qui est quand même plus confortable, même si vous partez de connaissances plus éparses. Et cette démarche, c'est celle que Jean-Luc vous a proposée au début de la semaine. Donc je vais essayer de vous donner quelques points de repère avant d'entrer dans cette démarche et de comprendre ces différents éléments. Le premier repère, c'est comment définir une ville intelligente. Alors, il y a une définition. Mais pour la démarche qui vous est proposée, je vous en donne une. Enfin, je vous en donne, ce n'est pas la mienne, c'est celle du groupe que nous constituons. D'abord, une ville, ce n'est pas une ville, c'est un territoire. Et je reviendrai là-dessus pour comprendre ce que c'est qu'un territoire. Le mot ville est très connoté et il faudrait tout un séminaire pour vous expliquer ce que c'est que l'histoire d'une ville et comment la ville est sortie de ses murailles pour devenir quelque chose qui ne ressemble tout sauf à la ville historique. Donc c'est une ville qui dispose de réseaux intelligents. Une plateforme d'information est un réseau intelligent de connaissances, d'informations, de connexions. Et le est le plus important, qui sollicite et développe l'intelligence de chacun. Donc c'est à la fois une démarche top-down d'organisation de l'information, l'information devient l'infrastructure du XXIe siècle. De même que les chemins de fer et les routes étaient l'infrastructure du XXe,
du 19e, et que les chemins et les canaux ont commencé du temps des Romains et du Moyen Âge. Donc c'est ce double mouvement, la mise en place d'une infrastructure de connaissances, on verra par qui, parce que le jeu des acteurs est beaucoup aussi important. Le qui est aussi important que le quoi. Et nous reviendrons là-dessus, Jean-Luc reviendra aussi, et Alain reviendront après là-dessus. Et le et, c'est la possibilité et la mise en mouvement de toute une société, la société urbaine, pour créer en permanence et améliorer en permanence la connaissance, le savoir et l'organisation quotidienne de nos modes de vie. Mais il y a une question préalable qui n'a pas été traitée ce matin encore. C'est qu'est-ce que c'est qu'une ville? C'est quoi votre définition de la ville? Qui se hasarde pour répondre? Alors, je vous en propose une. Je vous en propose une parce que sinon ça nécessiterait un temps. Bon, d'abord, c'est un écosystème. Vous savez ce que c'est qu'un écosystème, on reviendra là-dessus si nécessaire. C'est à la fois en vertical des lieux de vie et des flux d'échange. La plupart des ouvrages que vous verrez qui traitent de la compréhension de la ville vous parlera de la ville des lieux, de la ville des flux, qui est un combat sans fin. Est-ce que les flux vont organiser les lieux ou est-ce que c'est les lieux qui vont organiser les flux? Ça, c'est le problème de la poule et de l'œuf. Personne n'a pu résoudre ce problème jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un écosystème. C'est que chaque système s'alimente. Et dans la partie sur la ligne horizontale, vous avez des activités, parce que la ville, c'est le lieu où s'exprime, s'invente, se fabrique du commerce, des échanges, etc. Donc ce sont des activités. Et vous allez travailler sur des activités urbaines. Et ce sont des infras, parce que pour que tout ça fonctionne, il faut des infrastructures qui s'appellent l'espace public, les bâtiments, les réseaux. On y reviendra là-dessus. Donc, voilà une définition de la ville. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est une définition qui devrait pouvoir vous servir dans vos recherches et dans vos travaux de la semaine. C'est le but proposé et c'est là-dessus que vos questions devraient porter avant de passer la parole au suivant. Alors, la question suivante, c'est en quoi le numérique va faire évoluer l'écosystème? Alors vous avez, je vous recommande, pour ceux qui sont curieux, qui ont le temps de bouquiner, et vous en faites partie, il y a un ouvrage de Lemoine, de Philippe Lemoine, qui est sorti il y a un peu plus d'1 an, et qui explique, en un grand nombre de pages, enfin, vous lisez une vingtaine de pages, vous aurez une petite idée, qu'est-ce que change le numérique? Il change 3 choses. Il rend possible, il apporte une infrastructure de connaissances. Alors ça s'appelle les big data, mais plus exactement, c'est le traitement de tout ce qu'on récupère comme données pour les rendre utilisables par chacun. Donc ça s'appelle des plateformes. Quand vous tapez sur une plateforme, on ne vous explique pas toutes les données, on ne vous défile pas toutes les données qu'on a recueillies pour fabriquer l'information, on vous donne l'information dont vous avez besoin pour aller d'un point A à un point B, pour faire une démarche, ou pour tout ce que vous attendez, pour réserver un hôtel, tout ce que vous attendez d'une plateforme de services numériques. Le numérique rend possible une deuxième chose, qui est la dématérialisation des activités. C'est-à-dire ce que vous ne pouviez faire que, par exemple, à l'hôpital ou dans une librairie, ou vous pouvez maintenant le faire de chez vous ou de là où vous êtes, avec votre smartphone ou avec n'importe quel outil de communication. On appelle ça la dématérialisation des activités. Elles ne sont pas uniquement dans le lieu de production, de commerce, etc., dans le lieu dédié. Elles peuvent se faire à distance. Et enfin, le troisième élément complètement inédit, c'est le partage des ressources à grande échelle. Alors le troc ou le partage des ressources, ça existe depuis
depuis que l'humanité existe. Ils vivent de troc, et donc de partage. Mais l'organisation du partage par des plateformes qui permettent de partager à grande échelle des biens que l'on ne pouvait pas partager jusqu'à présent, comme une voiture, c'est complètement inédit. Et ces trois transformations se sont faites, en gros, il y a 10 ans. Avant 2008, 2006, 2008, on n'en parlait pratiquement pas. Et les deux gros éléments qui sont apparus à partir de 2008, c'est les big data, c'est-à-dire la capacité que l'on a eue de traiter des quantités énormes de données, pour lesquelles il fallait à la fois des grosses machines pour les traiter et des algorithmes pour en extraire ce qui était utile. Par exemple, quand vous observez le trajet d'une personne par les traces qu'elle met via son smartphone géolocalisé, il faut quand même un algorithme pour savoir si elle se déplace à pied, en vélo, en autobus. Ces algorithmes existent. C'est-à-dire qu'en fonction de votre trace géolocalisée dans le temps, la machine peut vous dire, sans vous interroger directement, exactement quel mode de transport vous avez utilisé. Avec une possibilité d'erreur, mais comme la machine regarde un très grand nombre de traces, elle efface toutes les erreurs par des systèmes statistiques. Ceux d'entre vous qui ont quelques bases de traitement statistique comprendront tout de suite. Et alors, le numérique va faire évoluer tous les morceaux de cet écosystème. Les lieux de vie, ils sont connectés. Les activités, elles peuvent être dématérialisées. Les flux d'échange, les flux d'échange numériques sont aujourd'hui les plus importants de tous les flux d'échange. Il y a 30 ans, ils n'existaient pas, pratiquement pas. Ou ils existaient sous forme du téléphone, et on vous a peut-être raconté, vos parents vous ont peut-être raconté le sketch de Fernand Reynaud qui s'appelle Le 22 lanière. Si on ne vous l'a pas raconté, retrouvez-le sur le web, c'est un peu rétro, mais c'est amusant. Et donc, l'individu avec son smartphone devient l'acteur direct qui est au centre de toute l'évolution de cet écosystème. Alors, pour comprendre comment tout ça est en train de bouger, il ne faut pas regarder le quoi, il faut regarder le comment, c'est-à-dire le jeu d'acteurs qui rend cette transformation possible, ou pas possible, suivant les cas. Alors là, je vais vous citer le modèle historique, parce que le jeu d'acteurs dans les territoires existe depuis que la ville existe. Et le modèle historique, on peut le résumer par le problème, le dilemme du prince et du marchand. Alors, vous voyez, ce petit dessin représente la cité gouvernée par un prince, qui est un cercle. Pourquoi un cercle? Parce que la cité était traditionnellement entourée de murailles. Donc c'était un lieu dans lequel il fallait payer un péage pour entrer, ça s'appelait un octroi à l'époque, et l'octroi est resté dans la mémoire des Français qui ne veulent toujours pas, notamment en Bretagne, payer l'usage des routes. Pourquoi? Ça vient d'une très longue histoire, l'histoire de l'octroi, c'est-à-dire du péage qu'il fallait payer pour entrer dans une ville et échanger ses marchandises. Donc le prince obligeait le marchand à payer pour entrer et pour sortir de la ville, mais le marchand, grâce à ça, avait une certaine sécurité, avait disposé d'une justice, donc d'une infrastructure qui lui permettait d'exercer ses talents. Par contre, le marchand, lui, il n'est pas attaché à un territoire. Si le territoire, le prince l'emmerde trop, il va se mettre dans un autre territoire où il y a moins d'impôts, où il y a moins de ceci, moins de cela. Ça veut bien dire que les territoires sont en concurrence. Donc le prince, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas édicter n'importe quel règlement. Ça ne marche pas. Ça ne marchait pas du temps du roman de Dominique Barberis qui se situe au XVe siècle et qui raconte l'histoire du prince et du marchand au XVe siècle. Donc vous voyez, ceci n'est pas nouveau. Quand on dit que le numérique transforme tout,
ils transforment, mais en rénovant ce qui existait déjà. Donc le territoire, c'est des espaces et des réseaux réglementés. Quand vous êtes dans une ville, quand vous êtes dans un territoire, vous êtes dans un espace réglementé. On ne peut pas faire ce que l'on veut. On peut faire quand même beaucoup de choses, puisque les entreprises du numérique ne s'en privent pas. Et l'entreprise, le commerçant, il est au contraire nomade. Il est ouvert sur le monde et il communique avec tout le reste du monde. Mais les nouveaux acteurs, ils bouleversent ce modèle, qui était relativement simple. Donc l'arrivée des nouveaux acteurs, c'est en gros la chute du mur de Berlin. Alors avant la chute du mur de Berlin, il y avait un système mondial assez simple. Il y avait le camp de l'Ouest et le camp de l'Est. Bon, ils ne se tiraient pas dessus parce que la bombe atomique était dissuasive, mais ils faisaient régler un certain équilibre. Bon. À partir du moment où le mur de Berlin a chuté, vos cours d'histoire vous ont montré que le monde était quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus chahuté qu'il n'était avant. Et c'est exactement ce qui arrive dans les villes d'aujourd'hui. Elles vivaient sur des modèles simples et elles vivent maintenant dans des modèles chahutés. Et c'est ces modèles dans lesquels vous êtes appelés à travailler. C'est-à-dire les modèles, c'est-à-dire la compréhension du jeu des acteurs les uns par rapport aux autres. Alors on va prendre un exemple d'application parce que tout ça est un peu théorique, mais il faut quand même des bases historiques pour savoir ce dont on parle. Et on va prendre la mobilité. La mobilité, vous la pratiquez tous les jours. Avant l'arrivée du numérique, la mobilité, c'était ce schéma. Là, c'est très simple. Il y a trois activités qui se connectent un peu, mais dans lesquelles les interfaces sont faibles. L'industrie automobile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique, elle vend des voitures. Les opérateurs de transport, ils organisent des services d'autobus, de métro, que vous pratiquez au quotidien. Entre les deux, vous avez des gestionnaires de l'espace public qui donnent la règle du jeu pour circuler en voiture, par autobus, ou en vélo, ou à pied, sur le même espace public, donc qui discipline un petit peu une infrastructure commune à ces deux utilisateurs que sont l'automobile, essentiellement utilisé par des particuliers, et les opérateurs de transport public, qui est le transport en commun. Voilà. Et puis il y a des règles nationales pour organiser tout ça, une autorité territoriale qui est à la fois gestionnaire de l'espace public et qui organise les services de transport public. Donc vous voyez, le modèle est très simple et il se comprend tout de suite. Alors, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'il apparaît en plus trois autres acteurs, et j'ai simplifié, les plateformes intégratrices, c'est-à-dire des lieux où on va trouver peu à peu tous les services qui sont disponibles, qu'ils soient publics ou privés. Des opérateurs qui vont proposer des services de mobilité, comme par exemple partager sa voiture, ou faire un trajet commun, ou proposer à ses voisins une place de stationnement dans son garage, etc. etc. Enfin, ces services se multiplient et vous avez des dizaines et des dizaines de start-up qui essaient d'inventer ces services. Et puis vous avez des opérateurs dont on n'entendait pas parler et qui vont se réveiller, qui s'appellent les générateurs de mobilité, c'est-à-dire des industries qui reçoivent des clients et du personnel tous les jours, des centres commerciaux, des universités, tout ça qui génère ou attire du trafic et dont l'intérêt bien compris est de faire en sorte que ça se passe bien. Donc ils vont être les nouveaux acteurs et toujours les citoyens usagers au centre. Alors, tout ça, c'est assez statique. En fait, ça bouge beaucoup et très vite. Pourquoi? Parce que les barbares attaquent. Alors, qui sont les barbares? On a parlé des GAFA tout à l'heure. C'est bien ce dont on parle. Les géants du web, qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent les modèles établis et ils obligent chacun des acteurs en place à se repositionner. Donc les entreprises traditionnelles, elles sont squeezées, leurs positionnements sont fragilisés, les politiques publiques doivent trouver de nouveaux leviers d'action, et le citoyen est toujours en place centrale. Donc c'est bien dans ces deux schémas, un schéma de compréhension de l'ensemble des acteurs et un schéma des dynamiques, des bouleversements que les nouveaux acteurs apportent dans le décor,
que vous allez réfléchir, non pas seulement aux objectifs, c'est-à-dire à quoi on veut arriver, mais aux trajectoires, c'est-à-dire au comment on peut y arriver. Et le comment est aussi important que le quoi. Parce que si on veut arriver à une situation qui semble excellente pour tout le monde, mais si on ne sait pas comment y arriver, on n'a rien fait. Donc c'est bien à cette discipline d'exercice dont vous serez amené à débattre entre vous. Donc si on résume, qu'est-ce que c'est qu'une ville responsable et durable au sens de l'exercice auquel vous allez vous livrer? Elle résulte de ces 4 constats. Les nouvelles technologies, c'est un moyen, c'est un artefact, ça peut produire le meilleur et le pire. L'innovation dans les territoires, c'est la mise en mouvement intégré de tous les acteurs. On vous l'a déjà dit plusieurs fois lors des intervenants précédents. Le rôle des autorités du territoire, c'est pas d'organiser la mobilité, mais de canaliser l'intelligence. C'est pas d'organiser les activités de la ville, mais c'est d'organiser, de permettre de canaliser l'intelligence de tous pour le faire. Et donc, ceci ne peut fonctionner que si ça se fait, si tous les acteurs le font en référence à un projet de territoire, c'est-à-dire à une vision partagée de ce que c'est que notre vie ensemble. Voilà, c'est bien ces 5 prérequis sur lesquels vous allez travailler. Voilà, je passe sur le parti pris, parce que le temps, c'est un résumé. Donc la démarche d'ensemble proposée, c'est 4 étapes. Comprendre le fonctionnement du territoire à partir des activités humaines. On a dit du territoire. Ce n'est pas le territoire en général, mais le territoire sur lequel vous allez travailler. Appréhender l'impact du numérique sur ces activités. Bon, ça c'est quelque chose d'assez générique dont nous allons parler. Vous allez faire une tâche de co-construction. Vous allez construire des ensembles de trajectoires qui prennent en compte l'impact du numérique sur les activités, et entre les activités. On vous a donné tout à l'heure un exemple de deux activités qui avaient finalement, c'est Marion Glatron qui vous a donné, qui avaient finalement des points communs, des synergies communes importantes, et puis trouver à partir de ça à quelles conditions des stratégies d'acteurs peuvent accompagner ces dynamiques de transformation. Donc les 5 activités qui vont vous être proposées sont les suivantes. C'est la formation, le commerce, la distribution, la santé, la production de valeurs. La production, ça peut être des valeurs économiques ou des valeurs sociales. On en revient là-dessus. Et la mobilité, bien évidemment. Et en plus, vous avez une activité support, qui sont les bâtiments et les réseaux. Et qui va également bouger sous l'effet du numérique. Et je rappelle pour mémoire qu'il va y avoir une activité un peu transversale qui va être à construire, c'est l'activité de plateforme de connaissances. Voilà, et ça, voilà 2 schémas résumés. Voilà, les 6 activités, la lecture anticipée des modes de vie, et les 2 carrés jaunes, ce sont 2 exemples de l'environnement dans lequel se situe votre réflexion. Et vous découvrirez un jeu de 63 cartes qui donne des trajectoires, des adaptations possibles de chacune des 6 activités. Donc on a un petit peu de temps pour quelques questions avant de rentrer un peu dans le détail du déroulement de la semaine. Oui, j'ai une question tout à l'heure. Vous avez dit que la ville intelligente servait à mettre de l'ordre finalement dans un environnement un peu chahuté. Est-ce qu'on peut dire que finalement le degré de pertinence de la ville intelligente dépend du niveau de chahutage, on va dire S'il n'y a pas d'innovation, donc s'il n'y a pas de chahut, c'est pas la peine de mettre de l'ordre. Donc il faut quand même donner toutes les chances à ce que tout le monde puisse chahuter. Parce que si personne ne chahute, on retombe sur
l'organisation traditionnelle pyramidale, je ne veux voir qu'une seule tête. C'est l'organisation de type Volkswagen. Vous avez vu ce que ça a donné, puisque personne en bas de la hiérarchie n'osait dire attention, monsieur, on est en train de faire des grosses conneries. Personne ne me l'a dit, et cette grosse connerie, elle coûte aujourd'hui des milliards de Volkswagen. Donc voilà ce que c'est qu'une organisation pyramidale traditionnelle. Aujourd'hui, la ville ne peut pas se gérer, la ville intelligente ne peut pas se gérer par une organisation en silo, c'est-à-dire pyramidale traditionnelle. Ça ne peut pas marcher et ça bloque toute l'innovation. Donc il faut dire la réponse intelligente consiste à dire à Uber, écoutez, vous faites peut-être des conneries, mais votre truc il est super, il est vachement intelligent, vachement astucieux, trouvons ensemble un moyen que vous puissiez organiser et développer votre activité, mais sans foutre la pagaille dans l'organisation de la cité. Alors, la façon dont, par exemple, les villes américaines l'ont trouvé avec BLD, vous savez, le système de location entre particuliers de chambres dans les villes, c'est de dire, écoutez, BLD, vous continuez votre activité, mais vous devenez collecteur d'impôts. C'est-à-dire que vous allez nous dire exactement quel revenu vous avez versé à quelle personne, et nous, la ville, on se démerdera pour qu'elle paye ses impôts là-dessus. Ça fait partie des deals classiques. Voilà le type de réponse.